Nous allons à Versailles, Versailles qui connut ses heures de gloire avec Louis XIV, et Versailles qui aujourd'hui expose dans son orangerie une collection d'antiquités, par exemple un crucifix en ivoire qui a appartenu à la reine Marie-Antoinette. La reine Marie-Antoinette qui l'a conservé jusqu'à sa mort, jusqu'aux derniers instants de sa vie, jusqu'à sa mort donc par décapitation après la Révolution. Heureuse, insouciante, irresponsable, puis malheureuse, insolente, courageuse, Marie-Antoinette a toujours été croyante. Jamais elle n'a quitté son splendide crucifix, sauf peu de temps avant de monter sur l'échafaud. Presque miraculeux de retrouver la trace du confident silencieux des bons et mauvais jours. Dernière parution publique, 1927, Versailles. Aujourd'hui, la réapparition de ce morceau d'histoire de France est un événement mondial et craint l'orangerie du château de Versailles, les voûtes, construites par Mansart et qui abrite pour quelques jours le salon artiste des antiquaires. Signé en 1610 du maître italien Carolus Murati, artiste de plusieurs papes et des cours d'Europe, ce crucifix déjà un peu baroque est une âme de bois plaquée d'ambre avec des médaillons d'ivoire sculptés. Quant au Christ, il est d'une seule pièce d'ivoire, rarissime. 1770, la toute jeune archiduchesse promise au futur Louis XVI, Antonia, dit-on à la cour de Schönbrunn, vient d'Autriche pour épouser le dauphin. Dans ses bagages, le fameux crucifix. Il ne la quittera plus, de Versailles à Varennes, des Tuileries à la prison du Temple. Devant la croix d'Oratoire, Marie-Antoinette a prié tous les jours de la descente aux enfers, celle du roi, le pauvre homme, disait-elle, et bien sûr la sienne. Son visage prend 20 ans d'amertume en quelques mois. Le roi part au supplice. À quand le tour de la veuve Capet, hurlent les tricoteuses. L'infortunée a compris. Partant pour la conciergerie, elle confie la relique à sa fille, Madame Royale, joliment surnommée Mousseline. Étrange parallèle entre ces miniatures qui racontent la passion du Christ et la montée de Marie-Antoinette, l'étrangère, vers l'autel du sacrifice. Ce 16 octobre 1793, 4h30 du matin. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer, pour vous, mes pauvres enfants. Adieu, adieu. Marie-Antoinette. Nos ancêtres les Gaulois ont inventé la pipe et le tabac. C'est en tout cas ce que dit une comptine. Personne ne sait si c'est vrai. Ce qui est en tout cas beaucoup plus authentique, c'est que nos ancêtres les Gaulois ont laissé des traces. Par exemple, dans le Morvan. Le mont Beuvray, une belle au bois dormant. Près de Château-Chinon, Morvan, sous ce dôme de hêtres, est assoupie la fameuse Bibracte, oppidum des Gaulois et du Hain, que les Romains gommeront de la carte. Et pourtant, il y a 2000 ans, et peut-être devant cette porte reconstituée, Vercingétorix est devenu le chef de toutes les nations gauloises, union sacrée contre Jules César, qui commencera ici même son livre sur la conquête des Gaules. Il fallait donc réveiller ce haut lieu, déclaré site archéologique national par le président Mitterrand, alors quelques excellences gouvernementales viennent d'apporter leur pierre. Refaire à l'identique la gigantesque porte du Rebou n'est pas une voie semée de roses, c'est même un travail de Romains. César observait que ces poutres renforçaient la résistance de la muraille de Bibracte jusqu'à 10 000 artisans et guerriers à l'époque faste. Le fantôme de César attend les visiteurs de marque. Quant aux vestiges, ils sont à quelques centimètres sous leurs pas, comme ce bassin qui renifle l'art de la Grande Grèce. Invité d'honneur, Astérix était bien sûr de la fête, avec de nombreux autres descendants des Gaulois du coin, le pays de Beuvray. Ce jour-là, 3 ministres inauguraient le futur centre européen d'archéologie qui, en 1993, mettra en valeur les objets découverts et les 135 hectares de Bibracte, l'oublié de l'histoire. On y verra le vrai visage des héros, assez conforme à l'image qu'on s'en fait, César. Quant à ce profil avec un petit air d'Alexandre, c'est le jeune prince Vercingétorix. Malgré sa reddition, l'année -52 n'est pas qu'un moment funeste, car elle a marqué ici même à Bibracte le premier mouvement d'union nationale. Alors, les 14 et 15 septembre 91, ce site du patrimoine mondial accueillera les jeunes de toute l'Europe pour les festivités des chemins de Bibracte.
Tournée manège, la fête foraine, la ducasse comme on dit dans le nord de la France, c'est une tradition populaire qui inspire les collectionneurs. La preuve. Chevalier Favant, sur son fier destrier, tourne et virevolte depuis de longues années. Je suis concerné par le spectacle et par le théâtre en particulier, et j'étais antiquaire. Si bien que je me suis intéressé aux objets du spectacle. Il y a 25 ans de ça, j'ai commencé à acheter les premiers objets. Et puis j'ai découvert que c'était un domaine complètement ignoré et une terre vierge à explorer. À force d'exploration, l'art forain lui a tourné la tête. Ce Don Quichotte des manèges a réuni une collection unique en France, traquant l'objet de ses désirs pendant des années. Mais détrompez-vous, ce n'est pas un caprice d'enfant. Pour acheter ses joujoux, il a cassé sa tirelire, investi des millions de francs et restauré le tout à la force des poignets. Le prix d'achat, souvent, n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est le travail que l'on fait ensuite dessus. Par exemple, le manège de vélo représente de l'ordre de 8000 heures de travail par des spécialistes. Ce qui est intéressant, c'est que celui-ci fonctionnait à la vapeur au début, c'est-à-dire que le mât central était la cheminée d'une machine à vapeur, mais il avait été prévu, puisque c'était juste l'époque du démarrage de l'électricité, pour être équipé de manière électrique également. De tout temps, bourgeois et prolétaires se sont bousculés, barbe à papa à la main, pour frimer au volant de voitures de rêve. Entre deux manèges, on découvrait aussi la femme à barbe, le cinématographe et des figures de cire présentant d'étranges bonhommes venus d'ailleurs. Mais que faire de tout ça ? J'imagine assez qu'on pourrait pratiquement recréer dans un milieu comme ça une sorte de studio populaire où tout un chacun pourrait filmer sa famille, jouant un rôle qu'il connaît bien, puisqu'on devient chevalier sur un manège de chevaux de bois ou coureur cycliste sur un manège de vélo. Et en attendant de vendre sa collection pour qu'elle devienne un musée vivant, Jean-Paul fait ses derniers tours de manège. Se former sur le tas, c'est une expression qui signifie que l'on apprend ce métier en regardant travailler les autres qui vous initient. C'est ainsi par exemple que dans le cirque, longtemps, on s'est formé sur le tas. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait vrai puisqu'il y a désormais des écoles de cirque qui forment de mieux en mieux et qui sont de plus en plus célèbres. Parmi elles, celle de Chalon-sur-Marne. En français, le mot cirque a une particularité. Aucun autre mot ne rime avec lui. Alors, question, à quoi ça rime de vouloir faire du cirque? Je voulais faire un truc sérieux, puis on m'a dit que j'avais une tête de clown. Alors on m'a dit de venir ici, quoi. Alors je suis rentré, il y avait de la lumière et voilà. Là où il y avait de la lumière, c'est ici, à l'école supérieure des arts du cirque de Chalon-sur-Marne. Une école vraiment spéciale, où les matières que l'on enseigne ne sont pas tout à fait l'histoire-géographie ou la trigonométrie. L'école est publique, elle a été créée il y a 7 ans par le ministère de la Culture. Elle représente la fin d'un cursus de 4 ans et le top des 90 écoles de cirque françaises. Quant aux professeurs, ils sont loin de la norme agréée par l'éducation nationale. Pardon monsieur. Oui. Oui, je voulais seulement savoir si vous étiez sévère avec vos élèves. Oh, non, il faut pas être sévère dans une école d'art, pas du tout. Et vous leur mettez des notes ou pas? On leur met des notes, mais bon, les notes, c'est pas totalement style très scolaire. C'est des notes en fonction de leur progrès, en fonction de leur motivation. Vous avez dit sélection? Eh oui, après un concours d'entrée, ils ne sont qu'une quinzaine à pouvoir suivre les études. Conséquence, les cours sont pratiquement individuels. Là au moins, pas de problème de classe surchargée. Est-ce que c'est sévère? Oui, c'est sévère. Il faut être assez rigoureux dans le travail, autrement on n'arrive à rien, quoi. Et donc c'est normal que ça soit rigoureux. Donc toute école a une rigueur, il faut la tenir. Alors on s'y adapte ou on s'y adapte pas. Moi, je m'y adapte assez bien. Ces enfants de la balle sont toutefois prévenus. S'ils manquent 3 cours, ils sont renvoyés. Les mots d'excuse ont donc intérêt à être valables. Les matières enseignées s'apparentent le plus souvent au sport. Artiste certes, mais surtout athlète. On peut souffler un peu avec le cours de musique. Mais attention, c'est une UV qui fait partie du contrôle continu. Pas question de trop se relâcher. Et quand un élève fait le clown, vous le mettez pas dehors? Ah ben non, au contraire. Au contraire. Non, on n'est pas dans une école où on n'a pas le droit de faire le clown.
À la fin du cycle d'études, l'élève présente un numéro devant un jury. En quelque sorte, l'examen final qui compte pour un quart de la note. Mais alors qu'en ce moment, tous les écoliers de France révisent, eux ne commenceront à angoisser qu'à la rentrée. L'épreuve a lieu en décembre. À la clé, un beau diplôme des métiers des arts du cirque, enfin, normalement. Est-ce que c'est une école où, en y rentrant, on est sûr d'en sortir diplômé? Non, pas du tout, non. Non. Alors admettons que vous ratiez cet examen final, qu'est-ce que vous faites? Pas rien, je continue mon métier que j'aurais appris ici, c'est tout. Pas de risque de chômage? Il y en a toujours, de toute façon, comme dans n'importe quelle profession du spectacle. Donc c'est pas le fait d'avoir un diplôme qui... Je pense pas que ça influe beaucoup, pour l'instant en tout cas. Alors, en piste, et bon vent à ces écoliers, pas comme les autres. Cela dit, terminons avec du théâtre et avec la puce à l'oreille de Feydeau, théâtre de boulevard. Nous avons eu déjà l'occasion de définir l'expression théâtre de boulevard, mais Feydeau, c'est du grand art. Avec Feydeau comme nouveau locataire, ça déménage à la Michaudière. Demandez le programme. Au programme, une mécanique pleine de rythme. C'est une performance de sportif. Ça demande une énergie terrible, et principalement le samedi quand on joue 2 fois de suite. Coucou, attends un peu. Tiens, c'est moi lui. Ah, la biographie de Feydeau. De Gidel, qui est un grand spécialiste, et qui parle d'un collaborateur que Feydeau a eu, et qui était un ancien ingénieur des chemins de fer, et qui a passé sa vie donc dans les horaires et dans les croisements de train, les correspondances. Et je crois que ça fonctionne de la même façon. C'est un ajustement de rencontres, de quiproquos qui est absolument mathématique. Feydeau, mathématique et même physique, très physique. Si je fais pas le sport, je pense que je serais épuisé physiquement. Et d'ailleurs, au 3e acte, je crois que je dois perdre entre 500 grammes et 1 kilo. Alors moi, si je perds 1 kilo, le père Renaldi, il en perd 4 ou 5. Il est plus gros? Non, mais parce qu'il bouge 10 fois plus et puis il change beaucoup de fois de costume. Moi, j'ai qu'un seul costume. Feydeau, ça ne peut se jouer que tambour battant. Alors évidemment... C'est crevant, mais c'est fabuleux. C'est crevant parce qu'il y a des changements qui sont diaboliques derrière. J'ai environ 4-5 secondes pour changer de peau, changer de coiffure et changer d'oripeau. C'est un théâtre de situations, de sentiments un peu fous, c'est un théâtre de folie. Le vaudeville, ça peut aller très loin, jusque dans le surréalisme. Profitez de votre trouble tant qu'il est chaud. Tournez le voyou. Dans ces moments-là, les sensations sont bien plus intenses. Allons, venez. Viens, venez. Quoi, qu'est-ce que vous faites? Où entraînez-vous? Mais là où le bonheur nous attend. Ça laisse pas de place à l'improvisation. Pas du tout. Mais il faut pas chercher parce que ce sera moins bien que ce qu'il a écrit. Non. Demandez le programme. Et dire que Feydeau, ce monstre de précision a fini interné. Résultat, à la Michaudière, pourri à la folie. And France Panorama returns in 2 weeks' time.